Dans les ruelles calmes de Marseille, alors que le soleil matinal colore les murs d'un ocre pâle et que l'air sent encore la mer, une femme marche avec une grâce mêlée de gravité. Elle avance lentement, mais avec assurance. Son regard est droit, presque fier, comme s'il défiait le monde de la briser davantage. Ses cheveux crépus sont soigneusement noués en un chignon simple, élégant, que le vent ne parvient pas à déranger. Dans sa main, celle de Malik, son fils, à peine 2 ans, petit corps solide, yeux vifs. À ses côtés, Yasmina et Aïda, les jumelles, marchent en trottinant, se chamaillant pour attraper les feuilles tombées ou pointer les chats qui dorment sur les murets. Malgré la fatigue, les nuits blanches, les pleurs, les couches et les biberons, Mariam sourit. Pas un grand sourire éclatant, non. Un de ces sourires doux, presque douloureux, celui qu'on offre au monde quand on refuse de se laisser abattre. Car aujourd'hui, elle est seule. Elle l'a vraiment réalisé ce matin. À 28 ans, Mariam vient de vivre un effondrement silencieux, intime, que personne n'a vu, que personne ne comprendra jamais complètement. Hugo est parti. Il a laissé une femme enceinte de 3 enfants, le cœur en miettes et le regard fixe. Mais pour comprendre ce moment suspendu entre la chute et la renaissance, il faut revenir 8 ans en arrière. Mariam est arrivée du Sénégal à l'âge de 20 ans, avec dans sa valise une poignée de livres, quelques vêtements d'été et une bourse de mérite exceptionnelle pour suivre une formation d'infirmière à Marseille. Issue d'une famille modeste de Dakar, elle portait en elle les espoirs de toute une fratrie restée au pays, ainsi qu'une détermination farouche de réussir. Elle parlait un français parfait, avec un accent léger qui chantait dans l'air. Brillante, douce, attentive, elle s'est très vite fait remarquer pendant son stage à l'hôpital. Non seulement pour ses compétences, mais aussi pour sa lumière. Mariam avait ce quelque chose d'unique, une énergie qui rendait la vie plus supportable dans les couloirs souvent sombres de l'hôpital public. C'est là qu'elle rencontra Hugo, consultant en matériel médical. Il avait 32 ans, une allure discrète mais élégante, et un humour pince sans rire qui séduisit Mariam dès leur premier échange. Leur premier rendez-vous eut lieu dans un petit café de la rue Paradis. Il l'écoutait parler de son enfance à Rufisque, de sa grand-mère qui préparait du thieboudienne, de ses rêves d'aider les autres. Hugo, fils unique d'une famille bourgeoise et discrètement raciste, n'avait jamais rencontré une femme comme elle. Elle n'était pas seulement belle. Elle était vivante, entière, imprévisible. Et surtout, elle l'aimait avec une sincérité rare. Contre les conseils de ses amis, contre les silences de sa mère, contre les remarques maladroites de ses collègues, il s'était engagé dans cette relation. Et Mariam, elle y avait cru. De tout son être. À deux, ils affrontaient les regards, les murmures, les petites humiliations, les papiers administratifs parfois plus durs à obtenir quand on a la peau noire. Mais ils s'aimaient. Vraiment. Alors, quand Mariam tomba enceinte, elle pensa que ce serait une victoire supplémentaire. Un aboutissement. Ils avaient trouvé un petit appartement modeste, avec un balcon et une vue sur Notre-Dame de la Garde. Hugo parlait même de mariage. Et puis, l'échographie. 3 cœurs. 3 bébés. Hugo n'a pas souri. Pas vraiment. Il a haussé les sourcils. Il a dit « Waouh !» Puis s'est tu. Les jours suivants, Mariam a senti son absence, même quand il était là. Des regards fuyants. Des soupirs. Puis, des soirées où il rentrait de plus en plus tard. Des excuses vagues. Des absences physiques, puis affectives. Un matin, à son réveil, Mariam a trouvé une lettre posée sur la table basse, à côté de la tasse de café vide. La lettre disait simplement « Je ne suis pas prêt pour cette vie. Je suis désolé. » Pas un mot de plus. Pas un appel. Pas une valise laissée. Il avait tout pris, sauf sa responsabilité. Il avait fui. Il avait trahi. Il avait choisi la facilité. Et Mariam, elle, devait maintenant élever 3 enfants seuls, dans un pays où elle ne portait pas le bon nom, pas la bonne couleur, pas les bons papiers. Mais elle s'était relevée. Elle n'avait pas eu le choix. Car quand on est mère, le luxe de l'effondrement ne dure qu'un instant. Il faut continuer. Pour les enfants. Pour survivre. Pour leur offrir une vie meilleure que celle qu'on a eue soi-même. Les mois qui ont suivi l'abandon d'Hugo furent d'une violence silencieuse, insidieuse, comme une pluie fine et glaciale qui ne s'arrête jamais. Mariam accoucha un matin d'hiver, dans une chambre d'hôpital sans main à tenir, sans regard pour l'encourager. Juste une sage-femme compatissante qui lui serra la main en murmurant «
Tu es plus forte que tu ne le crois. Et elle l'était. Elle mit au monde Malik, le premier à crier, le plus agité, le plus curieux. Puis Yasmina, calme, presque sérieuse dès les premières secondes, comme si elle comprenait déjà tout. Et enfin Aïda, plus fragile, si petite qu'elle effrayait les infirmières, mais avec une main qui serrait le doigt de sa mère avec une force déconcertante. 3 nourrissons. 3 cœurs battants. 3 âmes qui dépendaient entièrement d'elle. Les premières semaines furent un tourbillon de fatigue, de larmes, de couches à changer, de biberons à préparer à toute heure du jour et de la nuit. Le sommeil devint un luxe, une fiction. Mariam ne dormait plus. Elle somnolait par tranches de 10 minutes, entre 2 cris, entre 2 berceuses. Ses bras étaient lourds, son dos brisé, ses nerfs tendus comme des cordes prêtes à rompre. Mais elle ne rompit pas. Elle ne le pouvait pas. Son rêve d'être infirmière fut suspendu, brutalement, car les stages étaient incompatibles avec ses horaires infernaux. Mais pour survivre, elle trouva un emploi d'aide-soignante de nuit dans une maison de retraite. Le jour, elle s'occupait des enfants. La nuit, elle s'occupait des vieux. Elle ne s'occupait plus d'elle. Elle vivait pour eux. Pas de famille proche. Ses parents, au Sénégal, faisaient ce qu'ils pouvaient à distance. Quelques appels, des mots d'encouragement. Mais personne ne pouvait garder les enfants. Personne pour venir l'aider à 3 heures du matin quand 3 bébés hurlaient en même temps. Les voisins, au mieux, la regardaient avec pitié. Au pire, avec suspicion. Et pourtant, chaque soir, avant de dormir, si l'on peut appeler dormir le fait de s'écrouler sur un canapé taché de lait, Mariam chantait. Une vieille berceuse wolof, transmise par sa mère. Elle berçait les enfants en murmurant ces paroles douces, presque magiques, jusqu'à ce que leurs paupières se ferment une à une. Même quand elle n'avait plus de voix, même quand ses bras tremblaient de fatigue, elle chantait. Parce que c'était leur rituel. Parce que c'était leur lien. Parce qu'elle voulait qu'ils s'endorment en se sentant aimés, pas abandonnés. Elle ne parlait jamais de leur père avec haine. Pas une seule fois elle ne le maudit devant eux. Même quand le frigo était vide. Même quand elle pleurait seule aux toilettes pour ne pas les inquiéter. Quand ils posaient des questions, elle répondait toujours avec cette dignité qui la caractérisait. Il est parti vivre une autre vie. Pourquoi, maman? Parfois, les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et puis un jour, alors qu'ils avaient 6 ans, Yasmina, la plus lucide, la plus directe, l'interrogea d'une voix tremblante. « Maman, il savait qu'on arrivait ?» Mariam prit une longue inspiration. Elle posa le linge qu'elle pliait, s'assit entre eux, et répondit, les yeux brillants mais sans colère. « Oui, ma chérie. Il savait. Mais il avait peur. Pas de vous, de lui-même. Les enfants grandirent dans le manque, c'est vrai. Pas de vacances au ski, pas de console de jeu dernier cri, pas de goûter industriel comme les autres enfants. Mais ils grandirent aussi dans la lumière d'une mère invincible. Malik, rêveur, passait ses soirées à dessiner des maisons aux toits courbés et aux fenêtres pleines de fleurs. Il voulait construire des espaces pour les gens comme sa mère, où personne ne dort sur un canapé dur. Yasmina, brillante, exigeante avec elle-même, avait juré d'un jour soigner les cœurs brisés. Elle lisait des livres de médecine à 12 ans et défendait son petit frère comme une lionne. Aïda, la plus douce, écrivait dans des carnets secrets. Des poèmes sur la pluie, sur le silence, sur sa mère. À 10 ans, elle avait déjà compris la tristesse du monde, mais aussi sa beauté. Ils n'avaient jamais vu leur père. Aucune photo. Aucun appel. Aucune carte d'anniversaire. Mais ils avaient l'essentiel, une maison modeste où l'amour suintait à travers chaque mur, où les disputes se réglaient en chansons, où les câlins ne manquaient jamais. Et même s'il leur manquait quelque chose, ils savaient qu'ils étaient nés d'une femme qui avait choisi de les aimer, même quand leur père avait choisi de fuir. Hugo, lui, avait tout effacé. Du moins, il avait essayé. Dans son petit appartement du centre de Lyon, tout était propre, ordonné, silencieux. Il vivait avec Clara, une femme douce, discrète, qui ne posait pas trop de questions. Pas d'enfant. Pas d'envie. Une relation simple, fonctionnelle. Ils partageaient des dîners fades et regardaient des séries sans fin. À ses amis, Hugo répétait toujours la même phrase, avec ce demi-sourire qu'on adopte pour fuir les conversations trop personnelles. Les enfants. Non, j'ai jamais voulu. Je suis pas fait pour ça. Et tout le monde hochait la tête. Parce que c'était plus facile que de creuser. Mais chaque année, le 15 juin,
Une tension sourde s'installait dans son corps. Une douleur logeait quelque part entre l'estomac et le cœur. Il se réveillait tôt, les draps humides de sueur, les mains tremblantes. Ce jour-là, il buvait plus de café que d'habitude. Évitait les miroirs. Évitait Clara. Il n'oubliait jamais la date. L'anniversaire des triplés. Hugo n'avait jamais revu Mariam. Il n'avait jamais répondu à ses rares messages du début. Mais parfois, tard dans la nuit, il tapait son nom dans un moteur de recherche. Mariam Sagna. Puis, Malik Sagna. Yasmina Sagna. Aïda Sagna. Et chaque fois que des résultats apparaissaient, il fermait l'onglet avant de cliquer. La honte était trop lourde. La peur aussi. Jusqu'au jour où tout changea. Un matin comme les autres, alors qu'il déverrouillait son téléphone pour regarder la météo, une notification surgit. Yasmina Sagna, lauréate du concours scientifique national. Il lut. Relut. Sursauta presque. Sous le titre, une photo, une jeune femme noire, droite comme une flèche, dans un amphithéâtre, un trophée à la main. Derrière elle, deux autres jeunes femmes lui ressemblant énormément, et une femme plus âgée, au sourire discret mais fier. Mariam. Le cœur d'Hugo rata un battement. Le passé, qu'il croyait enfoui, lui sauta au visage avec la violence d'une gifle. Les yeux de Yasmina lui rappelaient les siens. Le port de tête d'Aïda, c'était celui de Mariam. Et Malik, le garçon à l'arrière-plan, il avait ses épaules. Pendant des heures, il resta assis sur son canapé, la photo ouverte, figée. Il pensa à ce qu'il avait raté. À chaque Noël. À chaque premier pas. Aux anniversaires. Et surtout, à la lâcheté de son départ. Ce n'était pas seulement 3 enfants qu'il avait abandonnés. C'était une partie de lui-même. Quelques jours plus tard, poussé par un mélange confus de culpabilité, de remords, de curiosité, il prit un billet pour Marseille. Il s'attendait à tout, sauf à ce que la maison soit la même. Petite, modeste, un immeuble au volet bleu un peu écaillé. Une boîte aux lettres avec le nom « Sagna », écrit à la main. Son cœur battait si fort qu'il crut qu'on l'entendrait. Il hésita longtemps avant de frapper. Sa main resta suspendue devant la porte. Puis enfin, toc toc toc. Des pas. Une ombre derrière la vitre. Et c'est Malik qui ouvrit. Grand, solide. La mâchoire dessinée. Même regard que le sien, mais plus dur. Plus méfiant. Oui. Hugo sentit Sagouri Senower. Il bafouilla, comme un enfant surpris en train de voler. J.E. suis Hugo. Je suis votre père. Le silence tomba comme une chape de plomb. Malik ne répondit pas. Il le fixa, longtemps. Puis, sans un mot, tourna la tête vers l'intérieur. Attends. Quelques instants plus tard, Yasmina et Aïda apparaissent. Puis, derrière elle, Mariam. Elle est là. Droite. Silencieuse. Elle a un foulard noué avec élégance sur la tête, un tablier à la taille. Elle reste figée sur le seuil. Son regard passe d'Hugo à ses enfants. Il a vieilli. Des cheveux gris sur les tempes. Un dos plus voûté. Un regard chargé d'années et de regrets. Mais c'est bien lui. Elle ne pleure pas. Elle ne crie pas. Elle demande simplement, d'une voix calme, presque glaciale. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Hugo baisse les yeux. Il n'a plus la force de fuir. Il sent la honte l'étouffer. « Je suis désolé. J'ai été lâche. Je ne viens pas demander pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste vous voir. Une fois. Et vous dire que vous avez grandi sans moi, mais que je pense à vous chaque jour. » Les enfants ne savent que dire. Le silence est lourd, tissé de 20 années de vide, d'attentes muettes, de questions sans réponse. Aïda, la plus sensible, éclate en sanglots. Ses larmes coulent sans bruit, comme si elle pleurait l'image d'un père qu'elle n'a jamais eu, celui qu'elle s'était inventé les soirs de doute. Elle regarde Hugo, mais ce n'est pas un père qu'elle voit, c'est une absence incarnée. Yasmina, elle, serre les dents. Son regard est sec, dur, presque brûlant. Elle s'est construite dans la colère tranquille, dans le rejet de ce visage qu'elle avait tant de fois imaginé, espéré, puis effacé. Elle se méfie. Elle juge. Elle garde ses distances,
comme pour ne pas rouvrir une plaie qu'elle a refermée toute seule. Malik, lui, reste droit, silencieux. Il croise les bras, mais son regard ne fuit pas. Il veut écouter. Il veut comprendre, mais il garde la main sur la porte, au cas où il devrait la refermer. C'est lui qui prend la parole en premier, d'une voix ferme. On va t'écouter. Mais on ne te doit rien. Pas de pardon. Pas de raccourci. Et Hugo hoche la tête. Il ne s'attendait pas à moins. Il s'assoit. Il parle. Hésitant. Honnête. Brut. Il raconte sa peur. Sa fuite. Son mensonge. Son vide intérieur. Mariam, elle, est restée en retrait pendant toute la scène. Elle observe, calme, silencieuse, comme si son corps était là mais que son esprit se tenait un peu plus loin, dans un lieu où Hugo ne pourra jamais entrer. Elle ne pleure pas. Elle a trop pleuré pour cet homme. Des larmes de trahison, d'humiliation, de solitude. Mais aujourd'hui, elle est au-delà des larmes. Avant de partir, Hugo tend une lettre à Mariam, soigneusement pliée. Il ne la regarde pas quand il la lui donne. Elle ne la lit pas tout de suite. Elle attend que la maison s'endorme, que les rires retombent, que la nuit enveloppe tout. Dans le silence de sa chambre, elle ouvre l'enveloppe. L'écriture d'Hugo est tremblante, irrégulière. Les mots pèsent lourd. Il parle de ses regrets, profonds, irréversibles. De ses rêves gâchés, une famille qu'il n'a jamais eu le courage d'assumer. De ses cauchemars, dans lesquels il entend des enfants l'appeler par son prénom sans jamais le nommer papa. Et à la fin, tu as été 1000 fois plus forte que moi. Tu as élevé 3 trésors. Tu as tout fait seule. Tu es la seule héroïne de cette histoire. Mariam referme la lettre, lentement. Elle la plie avec soin, et l'enfouit dans un tiroir de sa commode. Pas par rancune. Par paix. Puis elle se lève, va jusqu'à la fenêtre. Dans le jardin, les enfants rient ensemble, comme ils l'ont toujours fait. Un ballon passe d'une main à l'autre. Le soleil descend doucement, baignant la scène d'or et de tendresse. Elle sourit. Pas un sourire amer. Un sourire plein. Réparé. Faille. Hugo revient. Parfois. Il ne s'impose pas. Il frappe avant d'entrer. Il apporte un gâteau, un livre, un souvenir maladroit. Il envoie des messages pour les anniversaires, les réussites scolaires, ou juste un bonjour. Il ne sera jamais un père au sens fort, celui qui a veillé, nourri, protégé. Mais il est là. Tard. Hésitant. Sincère. Et parfois, c'est suffisant. Pas pour effacer, mais pour exister. Quant à Mariam, elle n'a jamais cessé d'aimer. Pas Hugo. Maïs la viernes. Ses enfants. Elle-même. Elle a appris à s'aimer plus fort, à se tenir droite dans les tempêtes, à se construire une dignité que personne ne pouvait lui retirer. Elle n'a jamais eu besoin d'un homme pour prouver sa valeur. Ses enfants sont sa victoire. Ils sont la preuve vivante que l'amour d'une mère peut suffire à bâtir un empire, même sans château. Ils sont les piliers de sa reconstruction, les fruits de son courage, les étoiles de ses nuits blanches. Et le monde, aujourd'hui, commence à la voir comme ce qu'elle a toujours été. Une reine silencieuse, forgée dans l'abandon, mais couronnée par l'amour.